Cette émission vous est proposée grâce à la participation de nos tipeurs, Tot, Carotte et Chevron. La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui a rempli sa hotte pour vous. Bienvenue dans cette émission où nous allons chroniquer de nombreuses BD. Si vous n'avez pas l'habitude de nous écouter et que vous avez été alléché par le programme sur lequel nous reviendrons tout à l'heure, laissez-moi un peu vous expliquer le concept. Nous sommes 3 amis lecteurs de bande dessinée et nous partageons toutes nos lectures. Et lorsque au moins 2 d'entre nous ont lu un des albums, nous échangeons nos avis devant un micro pour que vous puissiez en profiter. Nous sommes rarement d'accord, voilà comment ça se passe. Bien entendu, la chronique de BD est un sport dangereux qui amène parfois le risque certain de faire du spoil. Heureusement, nous avons une stratégie pour éviter le spoil, pour vous sauvegarder de cette chose affreuse. Et cette stratégie est simple, nous parlons d'abord des one-shots, puis nous parlons des numéros 1 de série, puis nous parlons des numéros un peu 2, etc. Et enfin, nous avons une rubrique express qui nous parle des numéros 45 de trucs dont on a parlé il y a longtemps. Donc plus vous avancez dans l'émission et plus vous risquez d'entendre des choses que vous n'auriez pas envie d'entendre. C'est peut-être qu'il est temps que vous arrêtiez de nous écouter, ce qui est fort triste. Ce soir, pour m'accompagner, j'ai mon ami Thio. Hello. Et Tizak n'est pas là, car Tizak... on va dire que, voilà, on vous a préparé une petite liste spéciale de Noël. Et il a fait des choix un peu délicats, on y reviendra, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment voulu qu'il vienne les défendre ici. Voilà. Nous allons commencer cette émission par un online, une rubrique dans laquelle Thio vous montrera comment dépenser vos étrennes. Et ensuite, nous reviendrons sur notre sélection de Noël à la bourre. C'est « Ah mon Dieu, il faut faire des cadeaux, comment on fait ?» Et enfin, quelques chroniques pour finir l'émission. Et on peut tout de suite commencer par l'online. Thio, je t'attends. Online. Et je suis là pour faire donc notre crowdfunding, comment dépenser des sous. Et aujourd'hui, nous allons dépenser des sous que du côté gauche de l'Atlantique, finalement. Que dans la langue anglaise, en fait, c'est un... Si tu pars du principe que le Nord est en haut, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà. Non, géologiquement parlant, ça a changé, mais en fait, c'est une convention, on n'est pas... Bon, on s'en fout. Enfin, alors, j'en étais donc on va faire que du Kickstarter ce soir. Premier crowdfunding que je vous propose, c'est Harriet Tubman, Demon Slayer. Un petit comics, je pense, totalement décomplexé, style Buffy, style... eux, ils citent comme référence le Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu la ligne directrice. Ça fait pas rêver, hein, Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Ouais, mais après, il cite aussi Django Unchained et Mad Max Fury Road. Plus. Voilà, enfin bon, ça a l'air... On chasse le vampire, les loups-garous, les sorcières, les démons. Ça a l'air quand même bien bourrin. Graphiquement, l'intro a l'air pas mal. Alors après, j'ai pas vu tout le graphique parce qu'on n'a pas grand-chose finalement sur le site, mais ça peut être sympa. En digital, vous l'avez à 15$. Le softcover, vous l'avez à 25. Deuxième crowdfunding que je vous propose, alors là, c'est The Kill Screen. Donc ça, c'est une série post-apo anglaise qui vous décrit justement en fait comment un petit groupe de survivants dans un monde post-apocalyptique vont survivre. Le pitch, clairement, je suis d'accord, je vais pas vous faire rêver avec ça parce que vous allez me dire, mais putain, on l'a déjà entendu 20 fois, quoi. Mais 20, t'es gentil. 20, je suis gentil, ouais. Pour un pitch de comics, peut-être, ça fait que 20. Après, si tu comptes les séries télé et les films, ouais, c'est clair que ça fait plus, quoi. Mais graphiquement, ça m'a un peu titillé. Je me suis dit, ça a l'air sympa. Oui, il y a une sorte de truc avec le numérique. Il joue beaucoup avec les glitches digitaux, enfin numériques, parce que digitaux, c'est avec les doigts. Et c'est vrai que c'est assez
assez intéressant, graphiquement en tout cas, et je pense que le scénar peut être pas mal. Alors du coup là, ça va être donc non plus en dollars mais en livres sterling. Ce sera 5 pour le digital, 5 livres sterling pour la copie digitale et 15 livres sterling. Mais avec en ce moment les taux, je pense que vous y gagnez en livres sterling. Et là, obligé, je suis désolé, j'ai choisi quelque chose qui est un petit peu, voilà, c'est Force. Force, un petit comics sur le football. Je dis que football, forcément, parce qu'en fait, on est aux États-Unis et que là-bas, il n'y a que le football ou le soccer. Donc là, c'est du vrai football américain. Graphiquement, ça a l'air pas mal. Je connais pas du tout l'histoire, mais comme c'est du foot américain, je me suis dit, il faut que j'en parle. Ce que j'en ai vu, ça a l'air un peu bas du front quand même. Hein. Ça fait un peu bourrin, mais c'est pas très cher. Vous avez 4 $ pour la copie digitale, 8 pour le softcover. Ça peut être sympa. Petit comics. Puis graphiquement, ça tient la route. Et enfin, on va donc un tout petit peu plus au nord donc, de nos chers voisins américains, de l'autre côté de l'Atlantique, au nord à gauche, si tu n'as pas changé le sens du truc. On va au Canada, donc une petite BD donc, de Sweeney Boo, qui est une québécoise. Alors je vous fais le petit pitch rapide. En fait, on parle donc de Mindy, qui est une jeune fille de 25 ans qui a donc qui je pense est anorexique et qui en fait va découvrir que dans sa vie de merde où il y a juste son meilleur pote et son chat qui sont ses amis, une barre de chocolat magique va lui permettre en fait d'avoir un petit peu une sorte de seconde chance et va changer sa vie parce qu'elle va lui permettre de retourner dans le passé et de changer en fait tous les moments où ça a merdé. Graphiquement, je trouve ça très cartoony, très chouette. Et le pitch de départ, c'est sympa. Oui, puis c'est un sujet intéressant en plus. Le fond a l'air intéressant. Alors là, du coup, je peux pas vous faire la conversion, mais c'est 15 $ canadiens pour la... Ouais, non, là, je l'ai pas, désolé. Là, franchement, ouais, au niveau banque, aujourd'hui... Non, mais en plus, le transformer canadien en français, ça te fait 2 opérations. Je crois qu'il faut 2 opérations. Quand on est à Montréal, c'est un truc dans le style. Donc c'est 15 pour le digital et 35 pour le softcover. Ça a l'air sympa. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Dans seulement une vingtaine de jours, putain, on est à la bourre. Et oui, une dizaine de jours même. Une dizaine de jours. Voilà, là, on est le 11. Il va falloir faire des cadeaux, vous pensez avoir tout prévu, et d'un coup, vous avez le vague cousin sorti du néant qui vous invite pour une fête de Noël, et là, il faut lui offrir un truc. Et vous savez pas quoi. Heureusement, au One A Club, on pense à vous. Nous avons regardé dans toutes les BD qu'on a lues cette année, et nous avons fait une petite sélection pour des catégories de personnes bien précises, afin que vous puissiez leur offrir un cadeau qui va leur plaire. Devrait leur plaire, et s'il ne leur plaît pas, peut-être que vous pourrez leur piquer la prochaine fois que vous irez dans leur chiotte. Ce qui est un intérêt non négligeable. Ok. Nous avons chacun choisi une bande dessinée, et la raison pour laquelle Tizak n'est pas là aujourd'hui, c'est parce que ses choix étaient plus que discutables, un petit peu trop pernicieux, un petit peu trop osés. On s'est un petit peu engueulé sur le coup. Alors, par respect par le travail qu'il a fait, on vous donnera ce qu'il a choisi pour chaque catégorie en fin de rubrique. Mais pour le moment, on va un peu le laisser de côté. On préfère rester dans le sérieux des choses. Nous commençons tout de suite par notre première rubrique. Le petit neveu de 12 ans qui joue à... Call of. Call of. Eh oui, parce que certains disent Call of, mais d'autres disent Call of. Non, les jeunes, ils disent Call of. Call of, ok. Et qu'est-ce que tu as choisi, toi, Pierre ? Alors moi, j'ai choisi Harmony. Nous en avons parlé dans les One A Club 126 et 142 de cette série, qui nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui se réveille amnésique, cloîtrée, prisonnière par un mec qu'elle ne sait pas et qui se découvre petit à petit qu'elle entend des voix et qu'elle aurait des pouvoirs télékinésiques. Et bien sûr, dans le premier tome, on va un peu découvrir pourquoi elle est là et comment c'est arrivé. Et un deuxième tome qui va nous faire toute une série de flashbacks sur comment est-ce qu'elle est arrivée en détail à cette situation-là et quelle va être la suite. C'est une série vraiment très sympa avec un dessin très cool qui est vraiment adapté, je trouve, à de la jeunesse. C'est-à-dire que ouais, il y a de l'action, il y a, j'ai envie de dire, de la violence, mais sans être dans le gore, le crade ou le gratuit.
Une très très bonne série d'aventures que je recommande pleinement pour tous les jeunes. Voilà. Et je crois que tu valides derrière. Totalement, hein. C'était bien régalé. D'ailleurs, en plus, ce qui est fun, c'est que les 2 tomes sont sortis dans l'année. Ouais, Enfin, ouais, c'est sorti dans notre année. dans notre année One Day Club. Dans Ouais. notre année One Day Où Club. on lit les trucs à la bourre. Et moi, de quoi je vais vous parler? De la légende de la garde, Baldwin le Barde. Pourquoi? Graphiquement, les Saint Petersen déchirent complètement. Et les avantages de cette histoire-là, c'est qu'il y a plein de petits On fait le contes. pitch vite fait, en accéléré. C'est un... Voilà. Alors, le petit pitch, c'est des aventures animalières. Hein. On va suivre donc la garde, qui est la troupe d'élite des souris, qui essaye justement de maintenir le royaume souris, le royaume des animaux, en sécurité. Et en fait, là, ce tome-là de la légende de la garde, c'est juste plein de petits contes qu'on raconte aux petites souris, le soir au coin du feu. Et c'est plein de petites histoires qui sont vraiment excellentes. Et graphiquement, c'est à tomber. Voilà. On en parlait dans le One Day Club 124. Donc, si vous voulez écouter la chronique, Ça vaut le coup. Une excellente série aussi, je confirme. Bon, vous êtes occupé du Morveux là, mais il y a toujours celle-là. Là. La petite dernière dont on se rappelle jamais du prénom parce que on a tellement de gosses maintenant c'est ça. autour. Ou on l'appelle comme la grande sœur. Ou, On mélange quoi. voilà. Et vous l'avez un peu oublié, vous déconnez. Donc que lui offrir? Alors moi je vous conseille Zita la fille de l'espace. Alors Zita la fille de l'espace nous raconte l'histoire d'une gamine qui se retrouve à voir son frère qui est embarqué dans une sorte de zone de téléportation. Et elle va le suivre pour essayer de le sauver et se retrouver dans l'espace à vivre des aventures auprès de compagnons tous plus étranges les uns que les autres, dont un robot super rigolo. C'est une BD de Ben Hatke qui est vraiment très sympa, très cool, avec un dessin assez doux et sympathique. Et je trouve que c'est rare qu'on ait des histoires d'aventure aussi dépaysantes et qui sont adaptées aux plus jeunes. Voilà, donc bon, bien sûr, c'est pas les lecteurs, hein, les enfants lecteurs, mais une très très bonne série. Et toi, que nous recommandes-tu? Moi, je vais vous recommander en fait les carnets de cerises, notre petite cerise détective qui en fait essaie de résoudre toutes les petites aventures qui se passent dans son village. Pour l'instant, on est à 4 tomes et voilà, que ce soit n'importe lequel, les histoires se suivent un petit peu parce qu'il y a quand même tout le vécu de cerise au milieu qui fait que on a un petit lien entre les 4 tomes. Il y a un petit fil rouge sur la relation avec sa mère qui est intéressante pour les enfants aussi parce que c'est pas plombant, c'est bien mené. Donc du coup, je vous conseillerais quand même de commencer par le tome 1, mais même si vous prenez la série en cours et commencez par le 4, c'est pas trop gênant en tout cas pour les enquêtes. Quoique pour le 4, il y a un lien avec le 1. Non, en fait, commencez par le 1, c'est plus simple. Ouais. Mais voilà, c'est très joli, ça fait vraiment un petit carnet de vie, parce qu'en même temps, dans l'histoire de la bande dessinée, on a des petites pages où on a le carnet de cerise avec son journal intime, ce qu'elle raconte, les petits dessins qu'elle fait, tout ça. Et c'est vraiment chouette. Vous pouvez retrouver ça dans le OOC 140. Votre grand-oncle, ce beauf, avec qui vous parlez pas trop, qui bosse à la Cogip, qui a un travail mais d'un intérêt totalement limité, et c'est un peu la seule chose dont il a à parler. Celui qui a l'école roulée, c'est ça? Ouais, et qui en fait, le plus intéressant qu'il nous le parler, c'est les jours où sa machine à café est en panne, parce que il s'emmerde, quoi, le pauvre dans la vie. Et donc il va falloir lui offrir du dépaysement, de l'action, de l'aventure, lui rappeler sa folle adolescence lorsqu'il était dans son groupe de rock qui allait révolutionner le genre et faire 2 concerts dans un bar avant que vous disputiez et que ça parte en vrille. Qui s'appelait Les Caleçons Blancs, je crois. Ouais. Et nous, on reste dans le rock et on parle de Rock and Stone de Nicolas Jean et Yann Valéani. Transition de ouf, quoi. Ouais. Bravo. C'était pas prévu. Je suis en impro total. Donc Nicolas Jean et Yann Valéani, qu'on a reçu dans cette émission, dans la splash page numéro 10, que nous invitons à écouter. Et ce n'est pas du copinage, parce que franchement, la lutte a été très très dure pour sélectionner tout ce qu'on a. Et ça a survécu. On va suivre l'histoire d'un gamin qui vit tout seul sur une planète un peu désolée. Parce que sur cette planète, une intelligence artificielle a pris le contrôle et essaye de buter tous les humains. L'arrivée d'un mecha va un peu bouleverser les choses, car le gamin va se retrouver à devoir sortir de chez lui et se retrouver au milieu du conflit et avoir une chance de sauver la situation. Une BD en 2 tomes qui est vraiment très sympa, avec un dessin que je trouve magnifique et une narration fantastique. Yann, si tu nous écoutes, voilà.
Merci Yann, tu n'as toujours pas dédicacé ma BD. Voilà. Mais ça, c'est le gros souci quand on a des invités, c'est que souvent on les reçoit, Ouais. souvent on a leur BD, et en fait, souvent, on n'a jamais de dédicace. On parle du tome 2 dans le One A Club 139. Et toi? Moi, je vais vous parler du Château des Étoiles. Alors, D'Alex Alice. Hmm D'Alex Alice. d'Alex Alice, donc, qui est paru chez Deux Sèvres. Le pitch, on a un gamin qui a sa maman qui était une scientifique qui est partie dans une sorte de ballon découvrir l'éther, une sorte de substance qui est à la limite de l'espace, et malheureusement sa maman a disparu. Alors son père, qui lui aussi est scientifique, va accepter de suivre un petit peu les idées de son fils et d'essayer de retrouver sa mère, et ils vont partir en Allemagne pour chercher justement des réponses. C'est un mi-chemin entre un petit peu du Jules Verne, de la conquête de l'espace. C'est absolument splendide au niveau du dessin. Ça fait beaucoup penser à du Miyazaki. On vous a déjà grandement vanté les mérites de cette série. Vous pouvez avoir maintenant les éditions intégrales de la première saison et de la deuxième saison. Donc du coup, nous en parlé dans l'émission 125, mais on parlait des formats journaux, qui sont classe, mais qui ne doivent plus être disponibles désormais, mais vous avez les intégrales pour vous rappeler. Votre cousine, fort sympathique, hein, un peu pince-cul, peine-cul, ou pince... Enfin, je sais pas, je mélange les expressions, c'est pas grave. Qui lit Télérama... Qui a un balai dans le cul, je crois que c'est ça le Qui lit truc. Télérama, qui est abonné à Libé. Et pince sans rire aussi. Mais Et après, qui ne parle que de choses qui vont la plonger dans un intellectualisme fort bien. de la branlette psychologique. Voilà, c'est ça. Nous avons essayé de sélectionner des BD qui soient à la fois intéressantes, un peu intello, parce que ça va dans la psyché des personnages, mais qui soient pas chiantes. Et, c'est le cas du Carrefour, le Carrefour, dont j'ai oublié le nom des auteurs, parce que j'ai pas ressorti la BD. Le Carrefour, ça suit l'histoire d'un agent d'assurance qui se rend dans une petite ville où il y a un carrefour, où il y a des tonnes d'accidents. Et se retrouvant sur place, il va un peu relever un peu tous les traumas de cette ville. Et surtout, on va vite se rendre compte qu'il a lui-même un trauma derrière, et qui est lié à sa fille, qui va vite le rejoindre sur place pour mener l'enquête sur pourquoi ce carrefour est dangereux et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir. Une très très belle histoire avec un dessin lumineux, magnifique, une très belle mise en scène, dont on parlait plus en détail dans le One A Club numéro 137. Et moi, je vais vous parler donc pour ma cousine qui lit Télérama. Si j'ai pas de Elibé. cousine, ça marche ou pas? Ouais. Ouais. Elibé, donc du coup, moi, ce sera Démocratia, un manga, mais qui du coup pourra faire. Ouais, mais ça appel- fait cool de lire à l'envers, ça fait genre on est plus fort que les autres. Non, vu que c'est démocratie, quoi. Tu vois, Ouais. de suite, tu peux dire, ouais, maintenant, c'est les grandes idées, la République. Tu vois, tu en vois, quoi. Mais Démocratia, qu'est-ce que c'est? C'est deux scientifiques japonais, un roboticien et un informaticien, en fait, qui créent une intelligence artificielle, un robot qui va être dirigé, en fait, par un nombre de personnes qui vont, en fait, voter pour chacune des actions de ce robot via un Et lui forum. apprendre des choses. Et peuvent choisir de lui apprendre des choses, de lui implémenter des programmes. Et voilà. C'est l'apprentissage de la démocratie au sein d'un petit groupe de personnes qui vont pouvoir diriger un robot puissant ou pas, et qui va peut-être pouvoir faire des choses bien ou des choses mal, au choix. Et voilà, là où c'est vraiment pertinent, c'est dans tous les échanges qu'on a entre les personnes qui dirigent le robot, et la justification que peuvent donner certaines personnes par rapport au groupe, ainsi de suite. Et ça, c'est... Que les choix sont toujours difficiles selon... Les choses sont toujours difficiles et on peut toujours argumenter dans tous les sens. Une très bonne série, je crois que c'est en 5 tomes. On en a parlé dans le 128, mais dans d'autres aussi. Faites Ah, des déjà parlé recherches dans sur le d'autres, site, ouais. Démocratie avec un K de Motoromozo. Ah, je sais plus. On est nul dans les noms des auteurs. Ouais, nos auteurs, là, laisse tomber. Votre grand-mère, que vous croyez morte, parce qu'en fait vous avez tellement pas de nouvelles et vous allez tellement pas la voir, la pauvre, vos parents se sont démerdés pour qu'elle soit là au réveillon. Vous l'aviez oubliée totalement, parce qu'en fait votre grand-mère, vous la voyez pas souvent. Il va falloir lui offrir quelque chose. Alors on va essayer de lui ouvrir l'esprit, parce que votre grand-mère elle est plus toute jeune, elle est pas vraiment ouverte à la bande dessinée, mais il faut lui proposer des choses un peu neuves, un peu jolies, qui vont amener de l'émotion. Et pour ça, on va vous proposer l'adoption.
qui est une magnifique bande dessinée scénarisée par Zidrou et dessinée par je ne sais plus comment. Qu'est-ce que j'ai dit comme connerie? Ouais. Je sais que j'ai dit une connerie, il y a Thio qui est en train de s'étouffer, il en peut plus. Non, c'est ma gorge, tu sais. Ouais, Tu sais, c'est ma pneumopathie. Ça c'est revient. ça. Ta pneumopathie falciforme. Et donc, oui. Et donc, on va avoir en gros des gens qui ont adopté une jeune fille. Et on va suivre surtout la vie du grand-père qui va voir cette gamine arriver et qui n'est pas forcément prêt à l'accueillir parce qu'il ne comprend pas trop pourquoi ci, pourquoi ça. Et on va voir comment est-ce qu'ils vont s'attacher l'un à l'autre, comment ils vont apprendre à s'adopter, tout en voyant un peu la vie quotidienne de ce vieux. C'est vraiment une très très belle histoire, bien sympathique, je trouve, pleine de lumière et d'émotion, avec une fin qui appelle un tome 2 qu'on attend avec impatience, dont on en reparlera sans doute. Et on en parlait dans le numéro 134. Et je crois que tu vas rester dans le croulant. Dans le coulant. Moi, je vais vous parler des vieux fourneaux. Alors, pour l'instant, il y a 2 tomes qui sont sortis. Les vieux fourneaux, c'est le pitch de départ. On a donc des vieux qui se retrouvent au mariage ou à l'anniversaire de je sais plus qui, une petite fille, arrière-petite-fille. Et en fait, ils se rappellent toute leur jeunesse. Et finalement, leur vie qui est devenue bien tranquille, bien plan-plan, va très vite changer pour redevenir très, très dynamique et beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements. Voilà. Petit road trip, scène d'action, Voilà. bien cool. Un road trip par des vieux de 90 ans. Voilà. On a lu que le tome 1, on est un peu à la bourre sur la suite. Mais par contre, voilà, vous faites pas peur, c'est pas Space Cowboy avec les vieux qui partent dans l'espace, quoi. Hein. Non. Non, c'est vraiment bien mené, c'est très joli, c'est très sympa. On en parle dans l'ONE Club 126. Maintenant, en fait, on va vous sortir un petit sujet là sur les hommes au foyer. Oui, parce qu'ils sont nombreux et ça on arrive. pense peu à eux. Voilà, les hommes qui vont être des futurs papas, peut-être bientôt, aux alentours du mois de mai, on sait jamais, et qui restent à la maison, eux, ils ont besoin justement qu'on leur donne des bonnes séries pour les occuper. Qu'est-ce que tu leur offrirais, toi, Pied ? Une série au long cours qui déchire sa maman, qui leur permettra de dire, s'ils se mettent à la série, sors de ma mère, avec un petit sourire béat. C'est Last Man. Et Last Man, c'est une série fantastique qui s'amuse à chaque tome à passer sur une sorte de thématique un peu différente. Pour le moment, il y a 9 tomes. On a parlé dans le One Club 130, mais si vous faites des recherches, on a parlé de tous les tomes à un moment ou à un autre. On va suivre l'histoire d'un petit gamin, Adrian Velba, élevé seul par sa mère, qui est la boulangère du coin, et qui veut faire un tournoi d'arts martiaux, parce qu'on est dans un petit monde médiéval, jusqu'au jour où arrive un grand mec, parce que tu comprends, le gars avec qui il devait faire le duo, le combat en duo, il peut pas venir, et donc il va pas pouvoir faire le tournoi à Ibisque. Et là, il y a un mec qui arrive en moto, alors tu crois que t'es dans un monde fantastique, et qui va l'aider à faire le combat. Et bien sûr, ce gars, Richard Aldana, cache bien des secrets. Comment est-il arrivé dans ce monde que tout le monde croit oublier, et va surtout amener une merde infâme de partout. C'est un gros fouteur de merde. Oui, et là il fait pas exprès, mais alors c'est un gros fouteur de merde qui va vous amener sur une série au long cours, qui va avoir une belle coupure au tome 6, avec un redémarrage de la série, 10 ans plus tard, qui encore relance l'intérêt des choses. Vraiment une excellente série que nous ne pouvons que vous recommander, et qui est très très bien. Et moi, du coup, je vous parlerai un peu plus de finesse. Un peu plus de finesse, un peu plus de femme. Moi, je vous conseillerais Morgane, l'histoire justement de la demi-sœur d'Arthur. Arthur Pendragon. Arthur Pendragon. Et donc, l'histoire de Morgane, qui est une histoire un peu oubliée, qui en fait va être... qui est la méchante, mais qui finalement, quand on lit ce bouquin-là, on se dit, ouais, mais finalement, elle est pas si méchante que ça, elle défend son steak, quoi. Parce qu'elle a depuis toute petite, tout le monde s'est foutu de sa gueule, tout le monde l'a toujours mis de côté. C'est une féministe un petit peu avant l'heure, quoi. C'est ça. Ouais, ça définit bien. Et c'est surtout des dessins magnifiques de Stéphane Fert. Ouais, les dessins sont vraiment tombés. Et puis je trouve que l'histoire est originale, comme on avait parlé dans le OC 140. C'était surtout le côté... Pour une fois, on raconte pas l'histoire d'Arthur et Morgane est un personnage secondaire. Morgane est le personnage principal et Arthur devient un personnage secondaire. Et c'est vachement intéressant. Après, maintenant, on va aussi essayer d'offrir des choses pour les
les personnes qui veulent lire de la littérature, qui veulent se la péter un petit peu. Mais c'est long de lire un livre avec plein de cases, plein de textes. C'est pour ça qu'en fait, ils chiant. vont choisir les trucs avec des images. Ah. Alors du coup, toi, tu leur conseillerais quoi pour faire style en un peu de savoir? La Vierge et la putain. Ouais, dit comme ça. Ah ouais, dit comme ça, rien que le t'envoies, titre- toi. Rien que le titre, ça envoie. Alors déjà, La Vierge et la putain, c'est un double intérêt, donc de Nicolas Juncker. C'est un double intérêt, c'est qu'en plus, vous pouvez aussi l'enfiler aux gens fans de Télérama. Parce que c'est l'histoire des deux reines. Et là, tu vas m'aider parce que je suis nul en nom. Il y a Elisabeth et Marie. Marie Stuart. Marie Stuart. Ouf, t'as vu, je fais des efforts. Hein. Donc Elisabeth et Marie Stuart, et de leurs destins parallèles, qui sont dans chacun des bouquins, parce que c'est un coffret de 2 bouquins, qui est vendu toujours avec les 2 bouquins. Chaque bouquin va s'intéresser à la vie de l'une ou de l'autre. Et la petite magie, c'est que les mises en page se répondent, mais à l'envers. C'est-à-dire que la première page du tome sur Marie correspond à la dernière page du tome sur Elisabeth. Et donc, il y a un petit côté intello super fun qui est génial quand on l'a découvert à la fin. Mais si on oublie ce côté intello super fun, la BD reste géniale quand même et agréable à lire. C'est un dessin super sympa, super dynamique, un petit peu stylisé, qui change de ce dessin réaliste, froid et lisse qu'on a souvent dans les BD historiques. Bref, c'est un gros coup de cœur que je ne peux que recommander. On en parlait dans le 125. Yes. Et moi, je vous parlerai donc de quelque chose qui est dans le OC 138, le port des marins perdus. Un petit peu librement inspiré de l'île au trésor de Stevenson. Un bateau anglais retrouve un gosse perdu sur une île. Et en fait, ils vont pas le laisser là. Il parle en plus anglais comme eux, donc du coup, ils le prennent à bord. Il va devenir le mousse. Et puis, au fur et à mesure, ils vont s'apercevoir que ce gamin-là, il a vraiment le pied marin. Il a certainement dû être sur un bateau, mais comme il est amnésique, il se rappelle de rien. Donc, du coup, il le ramène au pays. Là, on va découvrir plein d'histoires sur l'ancien capitaine du bateau en question qui est mort pendant ce même voyage, et ainsi de suite. Et c'est voilà, l'histoire est vraiment géniale. C'est un gros pavé, mais voilà, il y a tout qui est bon. L'histoire, les citations des différentes œuvres littéraires, le dessin est fantastique. Voilà, c'est vraiment du très 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 bon. Une excellente lecture. Et puis maintenant, il y a le petit cadeau en plus. Parce que, alors que vous êtes en train de chercher ces cadeaux pour ces gens que vous aviez oubliés, vous dites qu'il y a quelqu'un au fond de votre cœur qui, même si vous avez déjà dépensé des 1000 et des 100, mérite que vous lui fassiez un cadeau en plus. Et pour cette personne que vous aimez, il faut lui offrir quelque chose qui saura raconter une belle histoire. Et pour ça, je vais vous parler de The Time Before, qui est une histoire d'amour à travers le temps, d'un homme qui finit par découvrir qu'il peut reculer dans sa propre histoire pour choisir le moment qu'il veut, jusqu'au jour où il rencontre l'amour et il va essayer de trouver un moyen de séduire cette femme, de la garder. Et la question qui se pose, c'est, même s'il souffre, doit-il prendre le risque de revenir en arrière, au risque de perdre cet amour qu'il a gagné? Une magnifique histoire de Cyril Bonin, qui a un dessin vraiment joli, agréable, et une belle histoire d'amour. Alors pour moi, tu vois, ce serait plutôt le jour où le bus est reparti sans elle. Alors, on en avait parlé, ça n'avait pas trop plu à tout le monde, hein, c'était assez... Oui, parce qu'il y avait d'infâmes cyniques, mais là on parle d'amour, le cynisme n'a plus de raison d'être. C'est pas tant de l'amour, c'est surtout en fait du développement individuel, de l'introspection, d'une sorte d'élévation spirituelle sur le chemin divin. Enfin voilà, on part loin quand même. Mais c'est l'histoire d'une fille voilà, qui se cherche, on va dire, un sens à sa vie, et qui, lors d'une sortie pour un week-end, je sais pas, d'introspection avec un groupe qui la connaît à peine, en fait, ils repartent sans elle, ils l'ont oubliée à la pause pipi, et ils sont cassés avec le bus, quoi. Et donc, elle se retrouve là avec un gars qui est hyper sympa et qui va justement lui citer des petites histoires de sorte de contes philosophiques, justement, sur le sens de la vie et sur la découverte qu'elle peut le faire d'elle-même, quoi. Très joli, très frais, très plaisant à lire. Voilà, petit bouquin sympa. Et ça, on en a parlé donc dans le 141.
Nous avons fait le tour de notre sélection, mais il est temps de venir à la liste qui fâche. Celle de Tizak. C'est celle qui fait peur. Voilà, vous allez parce comprendre quand vous allez lire pourquoi est-ce que nous avons tant de mal. On respecte son travail, donc on va vous le dire. Et ce sera peut-être à vous de décider s'il doit revenir ou pas. On mettra un vote sur le site. Voilà. Ce sera peut-être le premier vote de nos tipeurs. Mais vous n'êtes pas beaucoup. Venez nous donner des sous sur Tipeee pour nous aider à voter pour virer Tizak. Ou pas. D'ailleurs, on voudrait quand même signaler que oui, si vous êtes observateur et que vous allez sur Tipeee, parce que peut-être que vous avez envie de nous donner des sous, oui, on est des crevards. On a commencé à typer notre propre émission. C'est surtout parce qu'on est des gros glands et qu'on pense pas à cotiser. En fait, on vous explique, c'est qu'on a dû créer une asso et qu'en fait, il y a une cotisation dans notre asso et qu'en fait, pas tout le monde la paye et des fois on oublie. Alors du coup, on s'est dit, on va typer notre propre émission. Comme ça, en fait, on donnera notre cotisation tous les ans. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas juste pour faire style. On a plein de personnes qui nous suivent. C'est pas juste pour avoir 5 personnes qui nous typent pour pouvoir être sur la page d'accueil de Tipeee. Non, pas du tout. Non, c'était juste pour payer nos cotisations. Exactement. Alors, pour le petit neveu de 12 ans qui joue à Call of... Tizak a choisi... Ring. Pas mal. Ouais, hein. L'histoire d'un cochon très très vénère, quoi. Voilà, on va y passer, c'est très violent, c'est pas du tout adapté à cet âge-là. Ouais, voilà. Tizak, encore n'importe quoi. Pour la petite dernière, dont on se rappelle jamais le prénom... il a choisi Sex Criminals. Je vous rappelle que c'est l'histoire de deux personnes qui, quand elles couchent ensemble, arrêtent le temps. Et ils cassent des banques en couchant ensemble. Comme ça, voilà. Ils arrêtent le temps, alors, ils font l'amour, et en même temps, ils piquent de l'argent. Je vous rappelle que ce monsieur travaille pour l'Éducation nationale. À un moment donné, il y a des limites à pas franchir. Nous, on a dit non. Pour le grand-oncle beauf qui bosse à la Cogip... HSE. Alors oui, le monde de l'entreprise, parce que dans cette bande dessinée, on va suivre quelqu'un qui met lui-même en bourse son corps, etc., et qui est à la merci des actionnaires. Alors la BD est sympathique, mais à un moment donné, le mec, il bouffe de ça toute la journée, il a pas envie d'HSE, Tizak. Non, stop, c'est pas possible. Pour la cousine qui dit Télérama et Libé. La branlette psychologique. Comédie pornographique sentimentale. Tizak, on sait que tu as beaucoup aimé cette BD, mais non, je veux dire, c'était joli, oui, il y avait un truc, mais bon, du cul, parler de cul, ça va, quoi. On sait que t'aimes bien les petites intellos à lunettes, mais faut pas abuser, Tizak. Alors là, ça a été la goutte d'eau, quoi. Je pense que oui, c'est ce qui a fait notre choix. Voilà. Pour la grand-mère qu'on croyait morte, monsieur a choisi deuxième génération. Deuxième génération. Alors, on avait parlé des vieux fourneaux et il nous fait deuxième génération. L'histoire d'un juif qui essaye d'assumer le fait que son père ait été dans les camps. Non, Tizak, il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder dans notre émission. Il a été un peu plus sage pour les hommes au foyer qui attendent un gosse. Ouais, enfin, même temps, c'est quand même un peu violent. Ouais, enfin, l'homme au foyer, il a besoin de ça, peut-être aussi. Oui, mais imagine qu'il est en train de feuilleter ça en donnant le biberon à sa gamine de 15 jours. Ouais, il y a du sang, ça gicle un peu, ouais. Voilà. C'est Invincible de Robert Kirkman qui raconte l'histoire d'un jeune super-héros qui découvre ses pouvoirs et surtout que son père n'est pas exactement qui il croyait. Pour ceux qui veulent se la péter en littérature, mais qui veulent pas lire du texte et voir que des images, de bons moments de Jim. Alors oui, c'est joli, mais du texte, il y en a quand même. Hein. Et puis bon, ces petites histoires de Parisiens de la rive gauche, là, qui rêvent d'avoir leur petite maison en banlieue sympa. À Saint-Germain-en-Laye. Voilà, non. On sait pas pourquoi t'habites à Marseille. Je veux dire, à Aiguille. Non, c'est vrai qu'il habite à Aiguille. C'est un peu... On ne dit pas l'adresse. Après, ouais, c'est vrai. Voilà. Après, les foulons de lire vont aller chez lui, quoi. Et enfin, pour faire un cadeau à la personne qu'on aime. Par respect pour ta copine, on voulait pas que tu le dises toi-même. Mais tu l'as dit. Tu es resté chez Jim. Tu offres l'érection. Alors, on sait que c'est quelque chose dont tu as besoin. Tu nous en as beaucoup parlé quand tu as choisi cette BD. On sentait qu'il y avait un manque en toi. Mais il faut pas que tu penses à la BD pour le combler, parce que c'est sympa l'érection, mais ça fait pas bander quand même. Voilà. Vous vous douterez que toute cette dernière sélection était purement imaginaire, même si certains de nos choix rejoignent les goûts de Tizak. Mais il avait qu'à être là ce soir, voilà, on l'emmerde. Et vous savez que quand il n'est pas là, à chaque fois, il mange. Mais il ne le sait pas parce qu'il n'écoute jamais les émissions. Ah, que c'est bon. Allez, on va passer aux chroniques. Et on commence par Chaos debout à Kinshasa. Alors, Chaos debout à Kinshasa, c'est de, si je ne me trompe pas, Thierry Belfroy et Barli Baruti. Oh, l'illustration. En fait, on est en 1974. On va suivre l'histoire
Merci. On va suivre l'histoire donc d'Ernest, un petit voyou de Harlem qui à force de traficoter à gauche à droite, il s'est mis grave dans les ennuis et là en fait il doit beaucoup de thunes. Et comme il doit de la thune, il aimerait bien trouver un moyen de se casser. Et en fait, il a trouvé un moyen en faisant un concours à la radio. Il a gagné un voyage pour assister au combat du siècle. Le combat du siècle entre Mohamed Ali et George Foreman à Kinshasa. Et voilà, en fait, on va suivre dans cette histoire un petit peu de Mohamed Ali, un petit peu de la vie à Kinshasa, comment ça se passe pour justement dans ce pays qui est une ancienne colonie, alors si je me trompe pas, je crois que c'est belge, et qui du coup est encore aux mains, on va dire, des différents espions de côté du gauche, de droit. C'est l'ancien Congo belge, non Il me semble, j'ai un doute. Je pense. Et voilà, en fait, c'était... Alors, moi, personnellement, j'avais beaucoup apprécié le documentaire When We Were Kings, qui était... j'avais trouvé génialement fait, qui était vraiment superbe. Chaos debout à Kinshasa me replonge un peu dans le truc, mais sans la magie graphique que j'avais vue dans le documentaire, quoi. C'est le dessin qui pêche, mais voilà, ça m'a pas emballé tant que ça, quoi. Graphiquement, moi je trouve que ça marche pas mal. Hein. Ça m'a un peu fait penser à du Herman. Non, mais ça fonctionne bien. Mais je t'avoue que c'est vrai que quand moi j'ai commencé à lire le truc, à chaque fois en fait j'avais les images de Mohamed Ali, de George Foreman, du film quoi, du film vrai quoi. Mais voilà, et si tu veux, je me retrouvais pas. Alors moi j'ai pas vu le film. Je connaissais même... Alors, pour être franc, je savais qu'il y avait eu ce combat du siècle, mais pour moi, le combat du siècle, c'était Mohamed Ali contre Superman. Ça, c'est autre chose, je crois. Ouais, mais c'est une BD sympa aussi. Et c'est vrai que j'étais un petit peu... je m'intéresse pas au sport, ce genre de truc. J'en avais entendu parler parce que, oui, c'est un grand moment, mais je savais pas que c'était passé à Kinshasa. Enfin, j'ai un peu découvert l'histoire, en fait, pour tout te dire. Par contre, vu le contexte, vu que c'est de la fiction... Je m'attendais à ce qu'il ait un peu plus habillé de fiction, mais ils ont voulu faire une fiction réaliste, crédible, et ça manque de fun, quoi. On est dans un truc 60s, dans de l'espionnage, dans un contexte assez sympa. On aurait pu avoir quelque chose, tu vois, avec une mise en scène un peu plus péchue, et là, on est dans un réalisme froid avec un personnage principal qui est un loser, qui est le mec, tu sais même pas pourquoi il est là. Enfin, il est héros malgré lui, il est espion malgré lui. Et alors historiquement, je trouvais ça très intéressant. Ça m'a donné envie de voir When We Were Kings, justement, que je n'ai pas vu. Mais j'ai été un petit peu refroidi par le scénario, qui a des points intéressants, hein, mais qui manque un peu de pêche, quoi, de patate. Qui a voulu être trop terre à terre et trop dans le réel. Alors que ils auraient presque fait, il aurait fait façon les frères Cohen. Cette histoire est vraie, tu vois, dans Fargo. Ouais. Autant je me serais presque plus pris au jeu en me disant c'est sympa comme histoire. Oh, il s'est passé ça, c'est fou. Voilà, ils auraient menti, ça aurait peut-être mieux marché. Mais là, le fait de savoir dès le départ, parce qu'ils te l'annoncent tout de suite, attention, c'est une fiction, etc. Voilà, ça m'a un peu déçu. C'est dommage. Mais bon, voilà, ça ne nous a pas convaincus ni l'un ni l'autre, quoi. Voilà. Alors que ça avait un beau potentiel, c'est un bel album chez Glénat. Alors, nous allons parler de la bande dessinée de Richard McGuire, si je me souviens bien. Ouais. Qui s'appelle Ici en français, Here en anglais, dont on a beaucoup parlé. Alors, c'est une bande dessinée qui s'était fait connaître surtout parce que c'est une expérience qui avait été commencée sur une demi-douzaine de pages, il me semble. Le principe est simple, c'est que nous avons une double planche qui nous montre un lieu. Un seul lieu. Et la double planche suivante va nous montrer ce lieu à un autre moment. Et sur cette double planche, nous allons avoir des cases qui vont faire une sorte de fenêtre sur une autre époque. Et les époques vont se mélanger. On va voir juxtaposer des événements qui sont passés dans ce lieu à des moments différents. C'est vraiment une BD assez étonnante, assez étrange, parce que très expérimentale dans sa narration, parce que totalement non linéaire, justement.
La seule unité, c'est cet endroit qu'on va voir avant les dinosaures, qu'on va voir dans le futur, qu'on va voir à différentes périodes. Alors certaines périodes reviennent, on va pouvoir s'amuser à reconstituer un peu l'histoire. Puis il va s'amuser aussi à juxtaposer des événements qui vont être les mêmes à certaines époques. Le moment où on installe un meuble et le moment où on l'enlève, le moment où on refait la tapisserie, une inondation, un incendie. Comment cette maison va vivre. Et c'est vraiment le personnage principal. Et c'est vraiment, voilà, moi j'ai trouvé le concept et la façon de le faire vraiment passionnant et captivant parce que d'un point de vue purement intellectuel, la façon dont Richard Maguire joue sur cette capacité de la bande dessinée à jouer sur le temps, sur la captation du temps, ou alors qu'en général, et à la détourner, c'est-à-dire que la bande dessinée, normalement, on se balade dans l'espace, les yeux dans la planche jouent dans l'espace et le temps avance lentement. Je suis vraiment dans de la théorie là. Là, il arrive à nous faire des bonds et c'est quelque chose qui ne peut marcher qu'en BD, ce qu'il a fait. Ça marcherait pas au cinéma, ça peut pas marcher autrement. Et je trouve ça assez magique. Maintenant, au-delà de cet aspect intellectuel, avec un style graphique très sobre, très joli, assez efficace, voilà, au-delà de cet aspect intellectuel sympathique, c'est une BD assez exigeante et assez dure à lire parce que je pense qu'il faudrait la relire pour essayer de se dire attends, là on est à cette période, se souvenir quel moment, alors à chaque fois sur chaque case il y a écrit quelle année on est, mais se souvenir quel moment on est, ce qu'on est en train de suivre et ouais, on s'y perd un peu, alors que voilà, théoriquement c'est une fantastique BD. Après c'est un poil trop exigeant, je trouve, pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la théorie de la bande dessinée. Disons qu'en fait, la forme, je trouve, est vraiment exceptionnelle. Il y a un taf de fourmi, un truc de fou, quoi. Et ça crée vraiment une ambiance assez étrange quand on lit ce bouquin. Mais tu vois, c'est un petit peu comme quand on parlait des fois de certaines expériences de Loubapo. Pour moi, c'est trop expérimental. Je réalise totalement le travail qui est réalisé dessus et qui est vraiment un truc exceptionnel. Non, mais il arrive à sortir tous les cadres de la BD, quoi. Mais le problème, c'est que moi, le fond y est pas. Et comme tu dis, voilà, ça fait trop bouquin théorique. Et du coup, j'ai pas. Comme tu dis, j'ai mis beaucoup de temps à lire parce que il se passe finalement pas grand chose. T'as des petits événements qui se passent. Il y a quand même le Big Bang et la fin du monde. Oui, mais non, mais tu suis des trucs, mais ça fait pas non plus. La forme vraiment est un travail qui est vraiment excellent, mais le fond n'y est pas, quoi. Et c'est vrai que à moins que tu sois un mec qui est fan de Scott McCloud ou de tous les bouquins justement, tu vois, sur qu'est-ce qu'on peut faire en bande dessinée, comment on peut travailler, transgresser les règles, faire autre chose, c'est intéressant, clairement. Mais après, c'est vraiment un bouquin d'esthète, quoi. Oui, voilà, c'est ça recommandé aux théoriciens de la bande dessinée, aux fans à ce niveau-là. C'est un livre très réussi, mais qui n'est vraiment pas pour tout le monde. Voilà, voilà. Je crois qu'on peut difficilement en dire plus. En dire plus, tout à fait. Hop. Et moi, je vais vous parler d'un truc beaucoup plus léger. Arbos Anima, tome 1 et 2. Je vais réussir à essayer de dire le Kashu Hashimoto. Qu'est-ce que Arbos Anima ? En fait, on a des collecteurs, ce sont des chasseurs de plantes qui parcourent le monde pour aller chercher les plantes les plus rares, les plus... 19e siècle, un truc dans le genre. On est au 19e siècle. Il y a donc deux familles, les Loquettes, qui ont en fait un de leurs enfants qu'ils ont gardé sous clé depuis sa plus jeune enfance, qui a une sorte de pouvoir, c'est-à-dire qu'il peut, au contact des plantes, connaître toute leur vie. Voilà, grosso modo, il ressent toute la vie, il voit des images en lui. Il y a une sorte de psychométrie des plantes, quoi. Merci, voilà, c'est le mot exact. La psychométrie des plantes. Et ce gamin, donc, que la famille Loquette gardait au chaud depuis son plus jeune âge, est obligé de sortir parce que son père est mort et que la famille a besoin de nouveaux collecteurs. Et que donc, il va devoir... Merci. Oh putain. Pardon. On a failli faire une catastrophe à base de citreur. Encore une fois. Et donc, du coup, il est obligé de sortir pour aller donc chercher l'orchidée d'un empereur, je crois, qui a été volée.
dans le tome 1. Il remplit des missions pour Voilà, un organisme des missions. qui l'embauche, quoi. Et puis là, on va arriver dans le tome 2 où on a une nouvelle mission sur une nouvelle plante qu'il doit aller chercher. Mais tout en ayant quand même, au cours de ces 2 tomes, 2 histoires un petit peu... l'histoire, on va dire, se densifie parce qu'il y a donc des familles rivales, justement, de collecteurs qui aimeraient bien savoir comment est-ce que ce pouvoir fonctionne et récupérer, justement, le garçon en question. De plus, il faut savoir qu'il a des compagnons qui sont vraiment sympathiques, dont un garde du corps ancien pirate, Ouais. qui se reproche la mort du père parce qu'il était présent, et une jeune fille qui déteste les collecteurs, mais qui en cherche un en particulier et pense que en suivant les héros, arrivera à le retrouver pour se venger. Graphiquement, moi j'ai trouvé ça très dynamique. Alors, c'est beau, c'est fluide, c'est léger. C'est beau, c'est fluide. Ouais, en même très temps, grande visibilité. Ouais, très bonne visibilité. Et ça fait... Bon, c'est très manga, mais moi, ça m'a fait un peu penser à Naruto. Ouais, mais on est dans du shonen Pas super Naruto, classique. One Piece, pardon. One Piece. On est dans du shonen super classique. Peut-être le côté pirate. Ouais, bon, il n'y a pas le côté un peu fantastique, magique qu'on avait plus qui est plus présent dans One Piece, quoi. Mais il y a un côté... Enfin, le côté psychométrie des plantes, tu veux, oui, mais c'est le seul magique, pouvoir, quoi. c'est le seul pouvoir qui apparaît. Pour l'instant. Oui, il y en aura sans doute d'autres. Peut-être qu'il y en aura d'autres après. Enfin, on est au tome 2 déjà, donc c'est tranquille pour le moment à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'on est dans le manga shonen d'aventure, avec le jeune qui se découvre, qui veut régler sa relation avec son père, parce qu'il y a un truc bizarre, qu'il y a un pouvoir que personne n'a. Enfin, on est dans du basique de chez basique, et ça marche super bien. Et puis on voit en plus, moi j'ai beaucoup apprécié, parce que, alors Kazuo Hashimoto, on avait parlé sur Kagaster, et elle a complètement adapté son trait à cette histoire qui est beaucoup plus légère que Kagaster. Kagaster, on rappelle que c'était du post-apo gore à base d'insectes. Gore sombre. Voilà, donc avec un trait beaucoup plus brouillon, dynamique, plein de petits traits, des traits plus brisés, plus cassants. Là, on est tout en rondeur, en douceur et en finesse. Et ça va très bien avec cette histoire. Et le dessin est vraiment... Ouais, c'est beau, quoi. Alors, les planches couleurs sont magnifiques, je trouve. Non, c'est une bonne trouvaille. Un très bon moment que Arbos anima. Tu confirmes Je confirme totalement, ouais, non, j'ai passé un bon moment. Après, je dis pas que c'est un super manga, j'y passerai peut-être pas toute la collection, je sais pas combien il y aura de tomes, mais... En tout cas, on verra comment ça va évoluer, ça deviendra peut-être un coup de cœur avec le temps, mais pour le moment, c'est juste très prometteur. Badass numéro 4. Nous finissons enfin Badass. Cette série de Eric Hanna et Bruno Bessadi, colorisée par Gaëtan Georges. On les a tous cités. Bravo. Ils Bravo. ne nous taperont pas. Oui, nous avons l'avantage de voir régulièrement Bruno Bessadi. Donc, on va faire attention à ce qu'on dit parce qu'il peut se montrer violent. Cette bande dessinée clôt l'histoire. Rappelons-le vaguement, Badass suit l'histoire dans un monde de super-héros, d'un super-héros qui a une chance insolente. Un super vilain. Oui, super vilain, exactement. Dead End, qui a une chance insolente. Et dans les 2 premiers tomes, on va vaguement suivre lui et une autre super méchante qui, elle, a le pouvoir de contrôler les gens par la voix, qui s'appelle The Voice. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que c'était un peu plus profond que ça en avait l'air, parce que c'est vrai que les 2 premiers tomes faisaient très bourrin, gratuit. Et qu'il y avait un petit intrigue de fond. Et là, on va découvrir le boss. Ça, c'est dans le tome 3 qu'on le voit apparaître. Qui, en gros, explique que lui, les super-héros, il essayait d'avoir une sorte de contrôle dessus en manipulant les super-vilains et compagnie, etc., dans tous les sens. Mais que les super-héros ont décidé qu'ils en avaient marre et que maintenant, ils allaient contrôler le monde et qu'ils emmerdaient tout le monde. Et donc, dans ce tome 4, nous allons voir la résolution où ce sont les super vilains qui vont essayer parce que d'éliminer les super-héros. Et ils sont dans une situation très mal parce que le boss a été dessoudé dans le tome précédent. Ils n'ont plus vraiment de relation. On pensait que Deden était mort, mais on sait que non. Il est chanceux. Oui, il a une chance de cocu. Et on va suivre un peu tous ces personnages qui vont petit à petit s'humaniser, qui, pour le coup, vu ce qu'ils ont en face, vont enfin avoir des faiblesses, parce que je rappelle que dans les 2 premiers tomes, moi, ce qui m'avait beaucoup déçu, c'est que c'était des méchants qui paraissaient tellement forts que
que ça semblait avoir peu d'intérêt. Et on arrive sur un final apocalyptique qui part dans tous les sens, avec plein d'humour, de mauvais goût, du gore, de l'horreur, mais un peu d'émotion aussi, quand même. Des relations entre les personnages qui sont un peu plus que bourrines et décadentes, comme ça pouvait le sembler. Voilà, c'est un bon comics d'action, d'aventure, qui déchire, avec un dessin très très bien rendu, voilà, qui le fait, quoi. On reconnaît bien le dynamisme, l'action, ça colle très très bien à ce que ça veut raconter. Ton avis? Moi, je regrette un petit peu le côté très bourrin qu'il y avait dans les 2 premiers tomes où il y avait du fight non-stop. Tu regrettes ce que j'aimais pas, en fait. Ouais, mais c'était sympa, ça faisait gros combat décomplexé, badass quoi. Ça. Dead End qui est face à, je sais plus, c'était quoi, 50 ninjas et qui en fait, avec une cigarette ou une pièce de monnaie, en lui faisant faire 40 rebonds, arrive à dessouder le méchant quoi. C'était... Voilà. On arrive à retrouver ça, parce que là, pour le coup, la façon dont ils éliminent chacun des super... la façon dont ils éliminent chacun des super... reste dans cette idée-là, parce que on sent que ils ont du mal, que c'est un peu les tentatives de la dernière chance, et ça marche, quoi. Non, j'ai trouvé ça agréable. Alors, c'est pas le scénario du siècle, mais c'est un très bon divertissement, et j'en demandais pas plus de badass, quoi. Voilà. Je suis d'accord. Bah, je crois que ça y est, on a fini l'émission. Eh oui. Waouh. Eh oui, mais on n'a pas. C'est pourquoi on n'a pas eu les intermèdes musicaux. Ouais, c'est vrai. On a tenu moins d'une heure et je trouve ça plutôt honnête. Mais en même temps, comme c'est Noël, il faut bien quand même qu'on vous laisse un peu plus de temps, quoi. Enfin, voilà. On se rapproche de Noël et on vous a fait une belle liste, donc du coup, il faut vous laisser du temps pour aller faire vos achats. On se retrouvera pour justement déballer les cadeaux. On revient donc le 25 avec une émission un peu plus standard. On vous fera plein de conseils pour savoir tout ce que vous allez pouvoir vous acheter après avoir revendu vos cadeaux. On vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère que nos conseils vous ont plu et vous seront utiles. N'hésitez pas, si vous voulez nous aider, à cliquer sur les petites vignettes des images, parce que ça nous permet d'avoir des pourboires sur Amazon pour nous acheter encore plein de BD. Mais vous pouvez aussi nous aider en allant sur Tipeee, tipeee.com, vous cherchez la voix des bulles, et vous allez voir que vous pouvez donner la somme de votre choix en un coup. Si vous voulez nous donner plein d'argent d'un coup, ça nous fera bien plaisir. Mais vous pouvez aussi décider de donner un petit peu à chaque publication de podcast, que ce soit de 1 euro à 250 000 euros, vous faites comme vous voulez, je veux dire, on est ouvert à toutes les propositions. Alors, sachant qu'à 250 000 euros, vous avez accès à plein de choses. Ah oui, vous pouvez venir dormir chez moi. Non, mais moi je suis comme ça. Non, pardon. Bref, merci à vous de nous avoir écoutés, on vous souhaite de très bonnes fêtes et on se retrouve le 25 décembre pour une émission normale. Ciao, ciao, bye. Ciao, ciao.